Acte 13. Saladin passe d'une époque à une autre. Saladin, de toute évidence, n'aimait pas son époque. Le présent était, pour lui, d'une monotonie et d'une uniformité qui fatiguent l'esprit. Il n'avait plus voyagé dans le temps depuis 2 nuits. Les soubresauts du quotidien l'avaient épuisé. Il était comme vidé de toute énergie. Comme seul le passé trouvait grâce à ses yeux, il ne put se résoudre à ne pas poursuivre son aventure. Mais comment éviter de revenir systématiquement avant le lever de l'aube à sa vie présente? Quelles pouvaient être les incidences d'un long voyage dans le passé? Aucune réponse ne pouvait lui être apportée. S'il voulait voyager plus longtemps, se dit-il, il lui faudrait quitter les époques visitées en milieu de journée, mais pas à la nuit tombée. Seul problème, comment provoquer le pouvoir de l'anneau? Ce dernier se manifestait spontanément à un moment précis de la nuit. Il fallait donc voyager de nuit et se retrouver ailleurs le jour. Seulement, en faisant tout cela, quel risque prenait-il quant à son corps notamment? Là encore, aucune réponse possible. Il fallait expérimenter ses voyages. Ibn Battuta lui manquait déjà et, en dépit des dangers qu'il pouvait rencontrer, ses voyages avaient quelque chose de palpitant. La nuit tomba. Saladin prit soin d'accomplir sa dernière prière. Et il en profita aussi pour aller embrasser sa maman. Il ignorait ce qui l'attendait. La pierre se manifesta. Le moment était venu de partir. Il frotta la pierre et, comme à l'accoutumée, il s'assoupit et partit pour un long voyage. Un très long voyage. Ibn Battuta se reposait sous un olivier lorsque Saladin reprit connaissance. Il n'était plus très rassuré par ce compagnon de voyage qui lui avait été imposé. Le soleil avait déjà commencé sa lente ascension vers le zénith et la chaleur était de plus en plus étouffante. Que Dieu soit loué, j'ai du mal à me faire à tes pertes de connaissance, même si j'en ai percé le mystère en apparence. Ibn Battuta, que je suis heureux de vous retrouver. Saladin se précipita sur lui pour l'embrasser. Oh là, moins d'effusion de joie, s'il te plaît. La rudesse de mes voyages m'a peu habitué à ces expressions démesurées d'amitié ou d'amour. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous offenser, lui dit Saladin, l'air désolé. Vu ta méconnaissance de nos us et coutumes, je ne peux que te pardonner. Il va cependant falloir que je songe à ton éducation, puisque tu es déterminé à m'accompagner. Où sommes-nous? Interrogea Saladin. Nous sommes à l'entrée de Béjaïa, en terre berbère. Les habitants de cette ville ont d'éminents savants que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans ce pays, précisa Ibn Battuta. Nous avons dépassé Al-Jazaïr. Je ne m'y suis pas attardé. Oui, je sais que Béjaïa compte de grands savants, répondit Saladin. Le grand Abderrahman al-Tha'alibi a parlé de son passage et de sa formation à Béjaïa, alors qu'il était originaire d'Alger. d'Al-Jazaïr. Abderrahman comment? Je ne le connais pas, à moins qu'il n'appartienne à une autre époque. Il faut que je m'habitue à parler de choses étonnantes relevant plus du merveilleux que de la réalité. J'espère que personne ne m'entendra parler de la sorte. Je risquerai d'être pris pour un fou. « Oh, ne vous inquiétez pas !» s'écria Saladin. « Je connais ce sentiment. Comme ça, nous serons 2. » Et Ibn Battuta le réprimanda d'un sévère regard et indiqua qu'il ne goûtait guère la remarque de son jeune compagnon. « Puisque tu es, de nouveau, revenu, levons le camp et poursuivons notre chemin. » Nous avons été rejoints par d'autres voyageurs qui se dirigent eux aussi vers l'Ifriqiya. Au moment où Ibn Battuta s'apprêtait à monter son cheval, il fut pris de vertige. Il ne parvenait pas à tenir sur ses jambes. Saladin l'aida à s'asseoir à même le sol et lui toucha le front. Ibn Battuta était fiévreux. Avec l'intensité de la chaleur, il n'avait pas remarqué que la fièvre s'était installée insidieusement. « Il faut vous reposer », lui conseilla Saladin. « Vous êtes brûlant. » « Attendez, je vais mouiller votre turban pour faire tomber la fièvre. »« Attention à l'eau !» lui cria Ibn Battuta. « Nous n'avons que le contenu de cette gourde. Tu as déversé plus de la moitié. Tu veux notre mort ?»« Je suis désolé, » balbutia Saladin. « Je voulais juste vous aider. »« Saladin, je ne doute pas de tes nobles sentiments. Mais l'eau est ce que nous avons de plus précieux. La fièvre est bien peu de choses face à l'absence d'eau. Tu dois absolument le comprendre et l'assimiler. Ce n'est pas la première fois que je t'alerte sur ce point. Tâche d'y penser dorénavant. Nous devons reprendre notre voyage coûte que coûte.
Dans votre état? Objecta Saladin. Allons-y, ou nous mourrons tous les deux ici. Saladin se résigna à suivre Ibn Battuta. Il fut impressionné par tant de courage et d'abnégation. Peut-être aurait-il dû y voir la force régénératrice de l'instinct de survie. Un autre détail avait son importance. Les routes n'étaient pas sûres. Après avoir marché de longues heures sous un soleil de plomb, Ibn Battuta était plus qu'une vulgaire marchandise portée par une bête de somme. Il s'était attaché à sa monture à l'aide de son turban, de peur de tomber. Ses forces l'avaient abandonné. Saladin ne savait pas quelle attitude adopter de peur d'être disputé par Ibn Battuta. Fort heureusement, leurs compagnons de voyage se relayaient pour surveiller Ibn Battuta et s'assurer que son état ne se dégradait pas. Au bout de quelques miles, à l'approche de zones montagneuses, l'un des voyageurs scruta avec inquiétude des mouvements suspects d'hommes au loin, derrière un sommet qui surplombait la vallée qu'ils traversaient. D'habitude, les voyageurs passaient beaucoup plus au sud pour éviter ces massifs montagneux du nom de Biben, qui signifie « les portes » en arabe. Les habitants de ces contrées les surnomment « les portes de fer ». L'inquiétude de ce voyageur allait trouver sa première confirmation avec l'assaut inopiné et totalement soudain de dizaines de cavaliers qui déboulèrent de tous les flancs de la montagne. Aucune retraite n'était possible. Le piège s'était admirablement refermé sur ces voyageurs, dépourvus d'escorte armée. Ibn Battuta était trop mal en point pour dégainer son sabre. Saladin fut une nouvelle fois pris de panique. Cernés de toutes parts, les voyageurs mirent pied à terre et se soumirent, la mort dans l'âme, à la volonté de leurs agresseurs. Le chef de ces bandits de grand chemin s'adressa à eux. « Ce n'est pas très prudent de traverser des contrées que les habitants les plus aguerris d'ici n'osent pas pénétrer. Votre arrogance vous a perdu. Si j'en juge par la qualité des vêtements que vous portez, nous n'allons pas nous en plaindre avec mes camarades, n'est-ce pas ?» Les acolytes du chef ricanèrent, tels des hyènes prêtes à passer au festin. Le chef de la bande poursuivit. « Nous allons vous soulager de vos effets personnels afin que vous puissiez poursuivre votre voyage plus léger et moins encombré. Je pense que vous n'aurez besoin que d'un cheval pour deux. » ajouta-t-il, un rictus à la bouche. « Nous vous laissons très volontiers vos provisions de voyage. Elles doivent être bien rances avec cette chaleur. À défaut de mourir par le tranchant de nos sabres, vous ne mourrez pas de faim non plus. » L'attention du chef fut soudain attirée par Saladin qui n'avait pas su cacher son inquiétude et sa peur. Il s'approcha de lui et poursuivit. « Quel joli garçon que voilà! Tes yeux sont d'un bleu profond. Tu dois être quelqu'un de chez nous. Que fais-tu avec ces hommes qui ne sont, à l'évidence, pas tous berbères? La peur t'a coupé ta langue, je vois. Tu es bien pâle et bien propre pour avoir voyagé aussi longtemps que tes amis. Montre donc voir tes cheveux bouclés. » Le chef, qui avait tendu la main pour toucher les boucles dorées de Saladin, fut atteint à la main par une flèche. Il se tordit de douleur. Le sang coulait abondamment. Ses compagnons se tournèrent pour tenter d'observer qui avait pu décrocher cette flèche. L'un d'entre eux fut touché à l'épaule, un autre à la cuisse, les autres déguerpirent de peur d'être touchés à leur tour. Ces attaques semèrent la panique dans les rangs des bandits. Il n'en restait plus qu'un seul hormis les blessés. Ibn Battuta, qui retrouva un peu de force, leur lança. « Ce garçon jouit d'une protection du ciel que nul ne possède. Gardez-vous de lui faire du mal, vous y perdriez la vie à coup sûr. »« Ah, pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant ?» gémit le chef. « Il fallait nous dire qu'une armée l'accompagnait. Ils devaient être plus nombreux que nous. » Ibn Battuta pointa son doigt au loin en désignant l'un des sommets et ajouta. « Regarde, que Dieu guide ton cœur. Il n'y a ni armée ni avant-garde. Cet homme que tu vois là-bas a juré de retirer la vie à quiconque toucherait un seul cheveu de cet enfant. »« Je n'ai même pas eu le temps de les toucher, » rétorqua le chef. « Mais comment a-t-il pu nous atteindre à une telle distance? Je n'ai jamais vu archer aussi habile. »« Oui, je n'ai jamais vu un amour aussi grand à l'égard d'un enfant, » compléta Ibn Battuta. Le cavalier dont parlait Ibn Battuta s'éclipsa au loin, ajoutant un mystère supplémentaire à ses intentions et à ce qui le liait à Saladin. Il était l'ange gardien de Saladin. Le plus étonnant, c'est qu'il se trouvait toujours au bon moment, au bon endroit, quelles que soient les époques traversées par notre héros. Qui pouvait-il bien être?
Ibn Battuta le craignait en plus de le respecter. Nos voyageurs ne s'éternisent guère et poursuivirent leur chemin en direction de Constantine. Plus ils progressaient vers l'est, plus le danger était réel. Épuisés par tant de péripéties, ils décidèrent de dresser leur campement à l'extérieur de la ville de Constantine qui n'était plus très loin. Saladin, curieux de visiter la ville, interrogea Ibn Battuta qui avait repris des couleurs. « Pourquoi ne pas avancer et entrer dans la ville de Constantine? Nous y serions plus en sécurité, non ?»« Au contraire, mon enfant. Tu l'ignores parce que je n'ai pas voulu t'inquiéter, mais nous savions, avec nos compagnons, que la ville avait été assiégée durant près de 15 jours. Nous ne pouvions pas risquer de trop nous en approcher sans craindre pour nos vies. »« Je comprends, » dit Saladin. « Mais le risque maintenant, c'est la pluie. »« La pluie ?» interrogea Ibn Battuta. « Vous n'avez pas senti les gouttelettes tomber? Regardez l'amoncellement de nuages au loin. Je ne suis pas sûr que nous soyons au bon endroit pour camper. »« Mais où aller? Il n'y a rien aux alentours, à l'exception de quelques habitations. » La pluie tomba abondamment et contraignit nos voyageurs à demander l'hospitalité aux rares habitants présents à proximité directe de leur campement. Saladin et Ibn Battuta furent reçus par de pauvres et braves gens qui leur fournirent un peu de galettes de blé et du lait de chèvre. On leur proposa un petit coin d'étable avec les chèvres pour passer la nuit. Ibn Battuta fut un peu rebuté par l'odeur du lieu et la proximité immédiate de ces animaux, ce qui ne manqua pas de faire sourire Saladin. « Qu'est-ce qui t'amuse comme cela ?» interrogea Ibn Battuta un peu vexé. « On voit que vous n'avez pas l'habitude des animaux, » répondit Saladin au bord de la crise de rire. « Moi, j'ai souvent passé mes vacances avec des chèvres. Je ne connais pas de meilleurs compagnons de jeu. Elles sont extraordinaires en dépit de leur caractère un peu imprévisible. »« Bon, je les connais aussi, » se justifia Ibn Battuta. « Il n'empêche que leurs odeurs nous collent maintenant à la peau. »« Vous n'avez pas tort sur ce point, » acquiesça Saladin. « Dis-moi, Saladin, si comme tu le prétends, tu viens d'une époque postérieure à la mienne, tu pourrais me prédire l'avenir et m'éviter bien des encombres, non ?»« Drôle de question. Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit et je ne suis pas sûre de vous rendre service. Par contre, je peux vous dire qui a douté de vos voyages et de vos récits. »« Comment ?» interrogea Ibn Battuta d'un air outré et prêt à laver son honneur. « Qui a osé mettre en doute ma parole et toucher ainsi à ma dignité ?»« Ibn Khaldoun, » rétorqua Saladin. « Ibn Khaldoun ? Étonnant. Je ne le connais pas, mais il me semble que sa famille, s'il s'agit de la même lignée, a été chassée d'Andalousie. Je me demande si elle n'est pas installée entre le Maghreb central et l'Ifriqiya. »« Il s'y trouvait, » confirma Saladin. « Puisque tu as un anneau magique, pourquoi ne pas aller le voir et lui demander d'être plus clément à mon égard ? Ce serait fort préjudiciable que les livres se fassent l'écho de ses doutes. » Saladin n'avait pas osé lui avouer qu'il avait entendu bien pire que cela. Il ne voulait pas vexer son protecteur. La nuit était déjà bien tombée. Il n'avait pas remarqué que l'anneau indiquait qu'il pouvait voyager. Ibn Battuta, encore souffrant, était déjà en train de ronfler de fatigue. Saladin en profita pour frotter l'anneau et partir pour un autre monde. Il se réveilla au milieu d'une rue de laquelle se dégageait une odeur pestilentielle. Il se dit que l'odeur des chèvres avec lesquelles il avait passé une partie de la nuit avait réussi à traverser le temps avec lui. Cette odeur, cependant, n'était pas celle de chèvre. Non, elle était plus forte et plus insupportable. Il y avait comme une odeur de mort. Un jeune homme, pas tout à fait adolescent, pas tout à fait adulte, sortit la tête d'une fenêtre d'habitation située à quelques dizaines de mètres de lui. Il lui somma de courir aussi vite qu'il pourrait jusqu'à lui. Saladin était très inquiet. Ce silence assourdissant, cette odeur, et pas âme qui vive à part ce jeune homme. Tout cela le rendait nerveux. Il s'exécuta et pénétra dans la maison. Il y faisait sombre. Saladin ne vit personne. Il s'apprêta à faire demi-tour lorsque le jeune homme s'adressa à lui. « Je t'ai préparé de l'eau au milieu de la pièce, ainsi que du savon. Il faut vite que tu te laves et bien frotter. Tu enfileras ensuite les vêtements qui t'ont été apportés. » lui dit-il. « Qui es-tu » interrogea Saladin. « Je ne te distingue pas bien. Pourquoi te cacher et pourquoi m'obliger à me laver tout le corps ? C'est moi qui devrais te demander qui tu es. Ne vois-tu pas que c'est la désolation partout ? Quelle idée d'avoir affronté la mort comme tu l'as fait en sortant dehors et sans vêtements sur toi ?» Saladin était encore en caleçon. « Que se passe-t-il »
Cette odeur à l'extérieur est insupportable. De plus, tu as précisé que des vêtements m'avaient été apportés. Mais par qui? Je ne sais pas qui est ce soldat. J'ai cru qu'il est venu piller les quelques maisons encore occupées. Il m'a juste demandé de te recueillir et de vite t'inviter à repartir. Il a aussi dit quelque chose de bizarre. « Et quoi donc ?» demanda Saladin. « Que Zaman réagirait avant la tombée de la nuit. » Saladin était complètement déboussolé. Gêné par sa petite tenue, il s'affaira à se laver comme lui avait conseillé son hôte. Il enfila ses vêtements et commença à s'approcher du jeune homme qui se mit à crier. « Non, reste où tu es. La ville est touchée par la peste noire. Tu risquerais de me contaminer et de causer ma perte, moi qui ai déjà perdu mes 2 parents. »« La peste ?» cria Saladin. « C'est horrible. Que vais-je devenir si je suis contaminé ?» Nous sommes en 1348, dans la ville de Tunis, qui vient d'être frappée de plein fouet par une épidémie de peste noire. Partie d'Asie, d'après de nombreuses sources, elle aurait voyagé pendant presque 10 ans à travers le monde. Elle serait apparue en 1338, en terre mongole, et contamina presque le monde entier. Saladin choisit d'en savoir plus sur ce jeune homme. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Abderrahman ibn Khaldoun. »« Ibn Khaldoun, l'historien ?» Je ne sais pas ce qu'est un historien, mais j'ai beaucoup lu de livres traitant d'illustres personnages du passé. Tout ce qui est révolu m'attire. Pourquoi avoir fait cette remarque? Tu donnes le sentiment de me connaître bien plus que je ne me connais moi-même. Trop long à t'expliquer. Je viens de comprendre à l'instant le message m'indiquant que Zaman réagirait avant la nuit. Ne m'oublie pas, je m'appelle Saladin. M'entends-tu, Saladin? L'anneau doit réagir en cas de danger apparemment. Je vais le frotter et nous nous retrouverons, je l'espère, en lieu plus sûr. Saladin frotta l'anneau et fut aussitôt transporté quelques années plus loin. Il se trouva dans un bureau finement décoré. On eût dit un bureau de ministre. Les boiseries étaient ciselées à merveille et les mosaïques aux murs de grande qualité. À en croire le style décoratif de cet endroit, Saladin devait être dans le bureau d'un grand personnage. Un homme, qui avait le dos tourné, paraissait fort occupé et ne prêta guère attention à la présence de Saladin. Il rédigeait un document à l'aide d'un calame. Saladin tout sauta légèrement, attirant enfin l'attention de cet homme absorbé par son travail. L'homme sursauta et cria « Garde, à moi! On attente à ma vie !»« Quoi ?» s'étonna Saladin. Mais jamais! Il n'eut pas le temps d'ajouter le moindre mot. 2 soldats firent irruption dans le bureau et pointèrent leurs lances sur Saladin. Ce dernier était pétrifié. « Qui es-tu? Comment t'es-tu introduit dans ce bureau ?» cria l'homme. « Je m'appelle Saladin. Je devais rejoindre un homme du nom de Abderrahman ibn Khaldoun. Je ne veux de mal à personne. »« C'est une plaisanterie, j'espère, » grogna l'homme. « Tu oses te moquer de moi ?»« Non, je vous jure que c'est la vérité. Mais attendez, vous êtes Ibn Khaldoun ?»« Je suis Abderrahman ibn Khaldoun, serviteur des Hafsides. Je ne te connais pas et j'ai assez perdu de temps avec toi. Garde, confiez-le à la police. »« Non, attendez, c'est vous qui m'avez recueilli dans votre maison lors de l'épisode de la peste noire. Vous m'avez demandé de me laver tout le corps. Je vous ai supplié de ne pas oublier mon prénom. Je vous avais dit que nous nous retrouverions. » Ibn Khaldoun, interloqué par Saladin, se remémora quelque chose de semblable à ses propos. Mais il ne pouvait s'agir que d'un rêve. Il était impossible, à ses yeux, que cette situation ait pu avoir lieu. Ne percevant aucune réelle menace de la part de Saladin, il intima l'ordre aux gardes de quitter la pièce afin de rester seul avec lui. « Ce que tu viens de me dire ne m'est pas étranger. C'est un rêve que j'ai fait il y a quelques années. Serais-tu un devin au pouvoir surpassant ceux de tous les charlatans qui habitent cette ville ?» interrogea Ibn Khaldoun. « Je ne suis ni un devin, ni un magicien, » rétorqua Saladin. « Vous avez reçu la visite d'un soldat qui vous avait confié mes affaires et un message à me transmettre. »« Attends un peu, » l'interrompit Ibn Khaldoun. « J'ai rencontré, peu de temps avant ton arrivée, un soldat que je n'avais jamais vu et qui semblait différent de ceux de la garde du sultan. Il m'avait semblé l'avoir déjà rencontré. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je dois être fatigué et je me vois contraint d'accorder du crédit à quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Tout cela est bien réel, » ajouta Saladin. « Maintenant que j'ai la vie sauve, permettez-moi de vous dire, puisque je ne peux plus vous tutoyer, que je vous trouve un peu arrogant. C'est d'ailleurs l'image qui ressort de vos écrits d'après mon père. »« Moi, arrogant !» s'emporta Ibn Khaldoun. « Je suis issu d'une noble famille de lettrés et de militaires. Nous avons le comportement qui sied à notre rang. Un point, c'est tout. Je ne suis pas sûr qu'être méprisant à l'égard des petites gens soit digne d'un pieux musulman ayant mémorisé l'intégralité du Coran comme vous. Comment sais-tu cela? Écoute, je dois me préparer pour accompagner l'armée du sultan. La campagne militaire est proche.
Je suis très occupé. Laissez-moi vous accompagner, supplia Saladin. C'est trop risqué pour toi. Je ne te connais pas et je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Mais si tu viens, songe à ne pas m'importuner. Très bien, vous pouvez compter sur moi, ou presque, ajouta à voix basse Saladin. Les préparatifs militaires terminés, la garnison se mit en route pour l'ouest. Elle était composée d'archers, de cavaliers aux enarchements joliment décorés, d'aides de camp et de quelques notables persuadés que la campagne militaire serait un total succès. Saladin entreprit d'échanger avec Ibn Khaldoun. « Vous aimez l'histoire, n'est-ce pas ?»« Si l'on veut. » répondit sèchement Ibn Khaldoun. « Pourquoi tant de sévérité à l'égard des tribus arabes qui ont conquis le Maghreb ? Tu es décidément un personnage bien étrange. Je ne sais pas d'où tu tires cela, mais disons que je n'ai pas beaucoup d'estime pour les Banu Hillel et leurs héritiers, puisqu'il s'agit d'eux. N'oublie pas que je suis d'origine berbère. »« Je ne l'ai pas oublié, » dit Saladin, l'air dépité par tant de suffisance. « Pour que des États soient forts, ils doivent être structurés. C'est mon point de vue. La vie de ces Bédouins refusant toute autorité est pour moi un handicap dans la construction d'un État fort. Il faut mettre un terme à cette discussion car l'ennemi est déjà en vue, ce qui n'avait pas été prévu pour nos espions. C'est inquiétant. » Ibn Khaldoun ne pensait pas si bien dire. Les deux armées se jetèrent dans une confrontation violente et désordonnée. L'armée des Hafsides, à laquelle s'était joint Ibn Khaldoun, était arrivée en territoire Houara lorsqu'elle fut prise au dépourvu par une armée venue de Constantine. Elles se rencontrèrent à Mermajena, non loin des territoires séparant l'Ifriqiya, actuelle Tunisie, rappelons-le, du Maghreb central, actuelle Algérie. Les troupes hafsides furent défaites et taillées en pièces. Saladin était pris au piège au milieu de cette déferlante. Il manqua d'avoir le bras tranché par un sabre lorsque, soudain, un soldat apparut pour mettre son bouclier en protection et repousser l'attaque ennemie. Sans mot dire, il prit Saladin sur son cheval, se rendit au galop à l'endroit où se trouvait Ibn Khaldoun et s'empressa de les mettre tous les deux à l'abri. Il conversa rapidement avec Ibn Khaldoun et repartit aussitôt pour le combat. « Saladin, » dit Ibn Khaldoun, « nous devons vite rejoindre les abords d'El-Kef. C'est une ville située non loin d'ici. Nous devons la vie sauve à ce soldat dont je t'ai déjà parlé à maintes reprises. Je n'ai pas réussi à voir son visage. Son casque m'en empêchait. J'ai encore eu chaud. Nous devrons ensuite nous rendre à Tébessa, non loin des montagnes Aurès. Le gouverneur, un certain Ibn Abdoun, nous y accueillera et nous y serons en sécurité. Mais avant cela, il nous faut une escorte que doit nous envoyer ce soldat. » Et Ibn Khaldoun et Saladin voyagèrent sans faire de halte afin de s'éloigner autant que possible du terrain de confrontation entre les deux armées. Une fois assurés d'être suffisamment hors de portée, ils finirent par s'arrêter pour camper. La nuit n'allait pas tarder à tomber. Ibn Khaldoun semblait plus disposé à converser avec Saladin. « Je crois que je te dois des excuses. Je n'ai pas été très courtois avec toi. Disons que vous êtes issu d'une noble famille, n'est-ce pas ?» répondit Saladin sur un ton provocateur. « Je vois que mon ami est susceptible. Je ne peux pas t'en tenir rigueur. Je suis un peu déçu par votre attitude. Ibn Battuta est plus sympathique. » « Ibn Battuta, tu le connais donc. J'ai entendu parler des pérégrinations de cet homme. J'ai quelques difficultés à croire qu'il ait pu faire tout cela. Encore quelqu'un qui recherche les honneurs de ce monde. »« Oui, comme vous, » répliqua Saladin sur le ton du reproche. « J'ai vraiment du mal à supporter tes remarques désobligeantes. »« Ce n'est pas grave. Vous serez très célèbre après votre mort. Mais ne comptez pas sur moi pour vous jeter des fleurs. En tout cas, heureux de vous avoir connu. »« Comment cela ? Que comptes-tu faire ?» Saladin avait déjà frotté la pierre de l'anneau. Comme à l'accoutumée, une lumière jaillit et Saladin fut absorbé par un autre voyage. Il rejoignit de nouveau Ibn Battuta. Il s'était profondément attaché à lui. Il le considérait comme un homme exemplaire et accessible surtout. Il se sentait une passion commune avec lui, le goût de l'aventure et du voyage. « Saladin, heureux de ton réveil, » dit Ibn Battuta. « J'espère que tu as fait bon voyage. Disons que ce ne sera certainement pas le plus mémorable. J'ai failli perdre un bras dans cette histoire. Où sommes-nous, puisque je perds toujours le fil de nos déplacements ? Nous nous approchons de Tunis, en terre hafside. »« Oh non !» rétorqua Saladin. « J'en reviens. Il faut vite s'en aller. »« À ce propos, tu as pu voir Ibn Khaldoun ?» demanda Ibn Battuta. « Oui, mais de vous à moi, il vaut mieux ne pas en parler. » Les voyageurs poursuivirent leur périple jusqu'à Tunis.
Ibn Battuta et Saladin étaient accompagnés de Cheikh Abu Abdallah al-Zubaydi et son fils du qadi local, Abu Abdallah al-Nefzawi. La population sortit à leur rencontre et les salua chaleureusement. Seuls Ibn Battuta et Saladin n'eurent pas le droit à tant de sollicitude car ils étaient étrangers à la région. Ceci ne manqua pas d'affecter Ibn Battuta qui se mit à pleurer. « Mais vous pleurez? Pourquoi donc ?» s'inquiéta Saladin. « Personne que je connaisse ici. Cette effusion de joie due à leur retrouvaille m'a fait penser à ma famille bien-aimée, que j'ai laissée derrière moi à Tanger. Mes parents me manquent tellement que je n'ai pas pu retenir mes larmes. D'ailleurs, c'est grâce à toi si je n'y ai jamais trop pensé. Tu es vraiment un compagnon de voyage formidable, lui lança Ibn Battuta. Cela me touche beaucoup. Vous allez me faire pleurer si vous continuez ainsi. Moi aussi mes parents me manquent, surtout mon père. Mais c'est une autre histoire. Viens avec moi. L'un des pèlerins qui nous ont accompagnés nous conseille de passer la nuit dans une madrasa, que l'on appelle la madrasa des libraires. Nous y serons en sécurité et bien au chaud pour la nuit. Arrivés à la madrasa des libraires, nos deux voyageurs se reposèrent. Saladin était tout aussi pensif que ne l'était Ibn Battuta. Ces différents voyages l'avaient ravi, en dépit des dangers rencontrés. Cela devait faire une éternité, se disait-il, qu'il n'avait pas rejoint la réalité. Sa mère lui manquait, c'est sûr. Le collège un peu moins, c'est certain. Mais il se sentait fatigué et soucieux de rejoindre la réalité. Il décida d'attendre sagement l'arrivée de l'aube pour retourner dans son monde.